RDC, la grande édition du journal. À la une de l'actualité, Holocauste au Congo, l'ouvrage est du politologue Charles Onana. Ce dernier s'interroge sur le silence de la communauté internationale face aux crimes commis à l'est de la RDC. Plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées et des enfants torturés. Pourquoi une telle impunité? Que fait la communauté internationale devant cette situation insoutenable? À suivre dans ce journal. Et puis à la Chambre basse du Parlement, les élus à une majorité écrasante. Le projet de loi instituant la réserve armée de la défense, ce qui va permettre de renforcer l'éveil patriotique, surtout dans ce contexte des conflits armés. Enfin, les musulmans du monde ont clôturé le mois du Ramadan. Un appel est lancé aux musulmans à cultiver l'amour et le partage, peu importe la croyance des religieuses de chacun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, un livre qui brise le mur du silence et apporte des preuves sur le calvaire d'une population livrée à des crimes contre l'humanité. Plus de 10 millions de morts et 500 000 femmes violées et des enfants torturés. L'un des pires crimes commis contre l'humanité dans la partie est de la RDC, cela sur le silence complice de la communauté internationale. Le livre Holocauste du Congo a été présenté aujourd'hui au cours d'un point de presse. Constance Mananga pour le reportage. Holocauste du Congo, un livre de Charles Onana préfacé par Charles Millon. L'auteur se pose la question de savoir pourquoi l'omerta de la communauté internationale face au massacre perpétré en RDC depuis plusieurs décennies déjà. La Renaissance, les magazines d'Afrique libre, a organisé une conférence de presse où les voix se sont levées pour dénoncer cette énième agression rwandaise et les processus de balkanisation. Des témoignages poignants et éloquents sur ces massacres, notamment du professeur Toumba Luaba et l'honorable Justin Bitakwira. Si le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple congolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. L'agression du Rwanda et le génocide à huis clos en RDC. Si vous allez dans le rapport mapping, on y fait allusion. On peut saluer l'ouvrage de Charles Onana et je crois que c'est déjà une pierre au mémorial. 10 millions de morts et personne n'en parle, s'étonnent les conférenciers. D'aucuns saluent la sortie de ces livres pour qui l'Holocauste est un terme qui illustre mieux la situation de la RDC qui est même du génocide. L'ennemi utilise le terme de la haine. Nous allons utiliser les mécanismes de sécurisation populaire. Des recommandations ont été formulées, c'est notamment l'érection d'un mémorial de ces victimes en titre de souvenir pour honorer la mémoire de toutes ces victimes de barbaries humaines. Crime contre l'humanité toujours pour Charles Onana. La RDC assiste à une invasion masquée du Congo par les groupes rebelles soutenus par le Rwanda dans le but de contrôler les ressources minières et condamne le silence de la communauté internationale face à ces crimes de l'humanité. On l'écoute au micro d'Odilon Kayumba. Si les Congolais ne comprennent pas que quand on a 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, mais c'est totalement inédit en Afrique. Vous prenez tous les conflits qu'il y a eu en Afrique depuis 50 ans, et bien vous ne verrez pas ce nombre de victimes-là. Le titre a été pris en fonction de ce qui se passe au Congo, de ce que vivent les Congolais depuis maintenant près de 30 ans, et de la réalité des massacres dont on ne montre pas. Pourquoi on ne filme pas les massacres qui se passent au Congo pour les montrer aux gens? Pourquoi depuis près de 30 ans, les Congolais vivent des viols et des massacres, on ne montre pas ce qui se passe? Si on est convaincu que ce n'est pas un holocauste qu'il y a au Congo, prière de montrer les images de ce qui se passe au Congo pour que les Congolais, mais aussi les non-Congolais puissent apprécier. Donc moi j'ai fait cet effort-là de produire un certain nombre de photos avec l'éditeur, a pris le soin de ne pas faire diffuser des photos qui seraient susceptibles de heurter l'opinion. Donc on a encore des photos qui sont très très pénibles à regarder, mais qui sont la réalité de la vie quotidienne de beaucoup de Congolais sur leur territoire. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est choquant, c'est qu'en fait,
Les Congolais n'ont fait de mal à personne. Les Congolais n'ont attaqué aucun voisin. Les Congolais n'ont fait la guerre à personne. Les Congolais sont chez eux et c'est Initié par le ministre de la Recherche scientifique, le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC a été adopté à l'unanimité. Ce texte vise à apporter un réconfort temporaire aux forces loyalistes pour la protection du territoire national. La loi vient d'être renvoyée au Sénat pour une seconde lecture. Sylvie Mwembo pour le reportage. Face aux agressions répétées que connaît la République démocratique du Congo, ayant notamment conduit à la proclamation de l'état de siège sur une partie de la République, il y a lieu d'instituer la réserve armée de la défense en RDC. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale a entamé le jeudi 20 avril le débat général sur le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diapwanga, l'auteur du projet de loi, Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, délégué par le gouvernement central, a expliqué la démarche du gouvernement pour ce projet de loi qui a pour mission, entre autres, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national sous l'autorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce corps existe dans beaucoup de pays du monde. La réserve armée de la défense est un service d'appui à l'armée. Donc ils apportent un appui nécessaire de tout genre à l'armée. Donc ce n'est pas une autre armée, mais c'est un service d'appui à l'armée. Elle sert à aider l'armée dans certaines fonctions, ensemble, conjointement avec la dite armée, ou que l'armée elle-même ne peut pas faire. Après des interventions successives à la tribune, la plénière a adopté, séance tenante, le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. Le dit texte de loi sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Et puis le président de la Chambre haute du Parlement a inauguré la nouvelle salle d'audience publique de la Cour de compte, baptisée Léon Okengo-Adondo, le nom du tout premier président de la Cour des comptes, Sandra Nyangui, pour le reportage. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a procédé, ce jeudi 20 avril, à l'inauguration de la première salle d'audience publique de la Cour des comptes qui porte le nom de Léon Okengo-Adondo, ancien Premier ministre et Premier président de cette importante juridiction. Dans son allocution des circonstances, le speaker de la Chambre haute du Parlement a rappelé le rôle que joue cette institution de contrôle de finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Modeste Bahati s'est dit convaincu qu'avec l'allure que vient de prendre la Cour des comptes, cette juridiction va désormais bien se porter. Pour sa part, le président de la Cour des comptes, Munganga Ngwanga Jimmy, a indiqué que cette institution est déterminée à accompagner du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de sa mission de contrôler la gestion de finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Et c'est dans l'optique de s'organiser et d'offrir de bonnes conditions à ses membres que cette juridiction se dote d'une première salle d'audience qui porte le prestigieux nom de Léon Okengo-Adondo. Notre conviction, c'est que avec l'allure qu'a prise la Cour des comptes, les finances de l'État vont bien se porter. Tout ceci est fait parce qu'il y a une personne qui a impulsé, qui donne les orientations pour que la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, la CNRF, la RDC et autres institutions de contrôle puissent réellement jouer leur rôle. C'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui voudrait que la bonne gouvernance soit la règle d'or. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le 20 avril 2023. Nous avons noté que le premier président de la Cour des comptes, M. Munganga, c'est quelqu'un qui est déterminé à réussir, à atteindre les objectifs que la loi et le pays lui assignent. Ça ne peut qu'être une bonne chose pour nous, parce que quand les finances publiques sont bien tenues, bien gérées, tout le monde y trouvera son compte. Le président de la Cour des comptes a cependant exhorté le magistrat à se servir du modèle de Léon Okengo-Adondo dans l'exercice de leurs fonctions. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre d'État en charge de la justice et du directeur du cabinet du Premier ministre.
Et puis le Premier ministre a échangé avec une délégation de Meta conduite par Balkis Idé, directrice des politiques publiques pour l'Afrique. La délégation séjourne ici à Kinshasa dans le cadre d'une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale dédiée aux acteurs publics. Patti Tondwango pour le reportage. La firme américaine Meta, nouvelle appellation de la maison mère du réseau social Facebook qui chapeaute actuellement la plateforme Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger, veut contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Veut exprimer au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge par Balkissa Idé Sido, directrice des politiques publiques en Afrique francophone de cette firme. Selon elle, cette transformation du numérique va passer par les renforcements des capacités et des investissements pour l'amélioration de la connectivité Internet et le développement des métaverses. Et pendant la période électorale, cette firme a expliqué au chef de l'exécutif national les rôles combien importants qu'elle va jouer dans la sécurisation des plateformes numériques. La délégation des Meta est à Kinshasa pour superviser des formations sur la sécurité en ligne en période électorale à l'endroit des acteurs publics, privés et de la société civile. Meta est appelé en République démocratique du Congo depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à l'Internet. Désormais, la RDC a un texte réglementaire devant résoudre les conflits coutumiers dans la province de l'Ituri. C'est l'une des recommandations de l'atelier national sur la codification des règles coutumiers de succession au pouvoir et l'établissement des arbres généalogiques dans la province de l'Ituri. Alain Bikaï. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturé l'atelier national sur les processus de codification des règles coutumières, de succession au pouvoir et d'établissement des arbres généalogiques des familles régnantes dans la province de l'Ituri. Plus question des tergiversés pour résoudre les conflits coutumiers dans cette partie du pays. Ayant dans sa charge les affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde a salué les conclusions de ces travaux qui vont aider les pays à diminuer sensiblement les conflits et faire asseoir le climat de paix dans des communautés locales. Je vous promets que mon ministère ne ménagera aucun effort pour accompagner ce processus qui devra s'étendre sur toute l'étendue du territoire national en vue de dégonfler les conflits qui ont élu domicile dans toutes les provinces du pays. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a reçu le gouverneur de la province du Maïndombe dans son cabinet de travail. Rita Bola a fait rapport au vice-premier ministre de la situation d'insécurité qui persiste dans quelques villages des territoires de Kwamut. Le patron de la sécurité nationale a quant à lui réitéré sa détermination d'éradiquer les conflits communautaires dans cette partie du pays. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa était venu porter son soutien au numéro 1 de la territoriale congolaise dans ses efforts de combattre les banditismes urbains communément appelés Kuluna. Au sortir de l'audience, Godin Poï a demandé au gouvernement central de doter la vice-primature de l'Intérieur des moyens conséquents pour combattre les phénomènes Kuluna Kinshasa. Sachez également que le général-major de la 14e région militaire a effectué une visite dans sa juridiction en passant par le plateau de Bateke jusqu'à la rivière Lufimi. Stazin Bouyou a voulu se rassurer du bon fonctionnement de ses troupes qui mettent tout en œuvre pour protéger la population et leurs biens. Julien Piana. Un homme de terrain, le commandant 14e région militaire ne connaît aucun répit tant que ses troupes n'ont pas le moral au zénith. Le général-major Stazin Bouyou Kizimu était à la lisière de sa juridiction dans une visite de routine, comme il fait régulièrement. Tout a commencé comme toujours par une réunion de briefing sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin entre Teke et Yaka. Il a donné des directives claires aux troupes déployées pour la sécurité de la population et ses biens. Puis est venu le moment de l'inspection des différentes positions où il s'est entretenu avec la population alentour. Celle-ci a salué et remercié le général-major pour le calme qu'ils ont retrouvé, comme il l'avait promis lors de son dernier passage dans cette partie de la capitale. Dans la profondeur de Doumi, jusqu'à la rivière Lufimi du côté des villages
Douélé, Kilboto et Ngamideni, en passant par Mampou, Mbankana, Kinzono et autres, la joie d'une sérénité retrouvée était perceptible dans l'expression populaire. En exécutant fidèlement la mission lui confiée par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le numéro 1 de la 14e région militaire, se satisfait de la quiétude de la population et promet de mettre tout en œuvre pour la paix sur toute l'étendue de la juridiction qu'il contrôle. Et comme vous le savez, Maluku est perturbé par la présence des violences commises par les assaillants extrémistes Yaka. Ce n'est pas tout le Yaka. Il y a une frange de Yaka qui sont extrémistes. Ce sont ceux-là qui s'attaquent à d'autres tribus, et particulièrement à la tribu Teke, comme on l'a appris. Et donc, ce sont ceux-là qui ont troublé l'ordre pratiquement public. Alors, nous sommes dans une visite d'inspection. Après, ici, nous allons passer dans nos positions, dans d'autres villages qui ont été pillés, pour voir comment réagissait notre stratégie et les contraindre davantage, n'est-ce pas, à déposer les armes et à rejoindre la voie de la raison. Il a encouragé les hommes de troupes à redoubler de vigilance afin que le fauteur de troubles n'ait plus droit de citer maintenant ou dans l'avenir. C'est tard dans la soirée que le général Stazin Bouyou a regagné son bureau. 162 policiers viennent de terminer leur session de formation à Kassangoulou. Ces derniers vont être déployés dans le district de la Tchangou pour la sécurité de la population, une formation financée par l'Agence japonaise de coopération internationale en partenariat avec la police nationale congolaise. Anastasie Ndumbo. La commune de Kimbonseke sera dotée d'ici là d'un commissariat et des sous-commissariats de la police de proximité, un nouveau mode de fonctionnement au sein de la police nationale congolaise. C'est un grand honneur pour moi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie officielle de clôture de la formation en police de proximité, dont la mise en œuvre s'inscrit dans la droite ligne. Je tiens également à féliciter les lauréats pour avoir suivi avec succès le 6 mois de formation. Au total, 162 policiers qui viennent de terminer une session de formation sur le renforcement des capacités à Kassangoulou 6 mois après. D'où l'objectif est de répondre aux attentes de la population sur la sécurité nationale. Appuyé par la JICA à travers son projet sur la professionnalisation de la police de proximité, c'est là dans le cadre de la réforme de la police nationale initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur du Congo central a dans ce mot salué cette initiative. Parce qu'effectivement, en tant qu'exécutif, nous sommes confrontés à un nouveau type de criminalité urbaine qui prend de l'ampleur. Cette formation de cette première promotion, la promotion Félix-Antoine Tshisekedi, va représenter le renouveau de notre police. Une cérémonie riche en démonstrations techniques par les apprenants. La remise des prix aux lauréats a sanctionné cette cérémonie présidée par le commissaire général de la PNC. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour améliorer la circulation des transports urbains. Marc Ekila, ministre des Transports et de Communication et Désenclavement, a remis un lot important de 500 bus à la compagnie Central Motors pour les entretiens. Les 500 bus seront mis en circulation d'ici le mois prochain. L'objectif est de créer une classe moyenne. Junior Yangumba pour le reportage. Conçu pour les déplacements aisés des populations urbaines, réduire sensiblement les taux d'accidents routiers et favoriser l'émergence d'une classe moyenne, vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le programme gouvernemental Esprit de vie peine à s'effrayer en chemin. Aucune attestation de solde n'a été délivrée sous les 609 bus remis aux acquéreurs depuis 2014 et de nombreux bus hors d'usage faute d'entretien efficace. C'est devant ces constats d'échec que le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, a réuni le mercredi 19 avril dans son cabinet de travail les associations des acquéreurs. Objectif, donner un nouvel élan à ces programmes gouvernementaux avant l'octroi des 500 nouveaux bus attendus à Kinshasa. Pour le ministre Marc Ekila, il faut revisiter cette convention, renforcer les critériums d'acquisition de bus, garantir les mécanismes de sûreté et de recouvrement pour ne pas retomber dans les erreurs du passé.
Son Excellence nous a demandé de faire un travail, de préparer un travail. Et chaque structure que nous allons nous mettre ensemble pour ressortir un nouveau contrat. Un contrat programme, un contrat de partenariat avec le gouvernement où nous devons faire en sorte à écarter, éviter tout ce qui s'est fait pour le moment et qui a conduit à cet arrêt. J'étais content, j'étais d'accord avec le nouveau critère qu'on va instaurer pour acquérir le bus. Pour ce faire, un cadre de travail a été créé sous la supervision de la vice-ministre Séraphine Kiloubou à partir du 28 avril prochain et pendant 7 jours, avec les concessionnaires des bus ainsi que les experts du ministère des Finances vont discuter des grandes réformes à implémenter, notamment l'extension du programme Esprit de vie dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous venons de l'apprendre, écoulement d'un immeuble en étage en pleine construction. Cette scène horrible s'est passée dans la ville de Lubumbashi. L'on déplore des morts. Bilan provisoire, 2 personnes parmi les maçons ont trouvé la mort. D'autres corps gisent encore dans les décombres. En croire les témoins recueillis sur place, nous les écoutons. Ils étaient en train d'écouler le béton avec un entrepreneur libanais. Et du coup, le béton s'est affaissé. Et tous ces gens qui étaient au-dessus et ceux qui étaient aussi en bas, ça les a couverts. On a pu repêcher 4 personnes. Nous les avons acheminées vers CMC. Il y a encore 12 personnes. C'est la faute à l'entrepreneur. Il n'a pas bien fixé les supports, il n'a pas bien fait les coffrages. Le poids du béton ne pouvait pas être supporté par les différents piliers là. Constater qu'il y avait la légèreté dans le chef de l'exécution de ce chantier parce que nous pouvons constater qu'il n'y avait pas de sécurité. Et ici nous en appelons au service de l'urbanisme et habitat que chaque fois qu'ils veulent octroyer les autorisations de bâtir, qu'ils puissent quand même faire le suivi par rapport au projet de... Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, s'engage à rendre accessible le coût des soins de santé de qualité de toutes les couches sociales. Vital Kamerhe l'a dit à la délégation d'une mission d'assistance technique et du département des finances publiques du Fonds monétaire international et quelques organisations de la santé. Anim Balaka. Déterminé à poursuivre des réformes visant à rendre accessibles les produits et services de santé de qualité à toutes les couches de la population congolaise, le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale veut matérialiser la couverture santé universelle prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe l'a affirmé lors de cette réunion tenue le jeudi 20 avril 2023 avec une mission d'assistance technique du département des finances publiques du Fonds monétaire international, volet politique fiscale. Les discussions entre les deux parties étaient axées sur la réforme de la tarification des services de santé et accès universel. Il était question pour la mission du FMI d'avoir des explications sur la tarification des produits et services de santé visés par les réformes en cours ainsi que les mécanismes de financement. Le patron de l'économie nationale a rassuré ses interlocuteurs de la volonté politique du gouvernement de faire aboutir ces réformes d'une importance capitale pour la population congolaise dont la grande majorité est aujourd'hui privée des soins de santé de qualité devenus un luxe. La lutte du patron de l'économie nationale est de rationaliser les prix et les tarifs des produits et services de santé en République démocratique du Congo. D'après Vital Kamerhe, un travail énorme a déjà été fait au niveau du ministère de l'économie nationale avec la participation des experts du secteur de santé, ceux du ministère et des partenaires. Ce travail avait abouti à l'élaboration de 2 projets de décrets qui seront bientôt signés par le Premier ministre Samalou Kondé. Vital Kamerhe a rassuré de sa détermination à faire aboutir ces processus et pour y parvenir, il faudra veiller à l'opérationnalisation de la commission chargée de suivi, la mise en œuvre du plan de communication, la traçabilité des produits pharmaceutiques, l'éradication de la fraude douanière et l'éradication de la fixation aléatoire des tarifs des actes.
Rendre souple le processus de collecte de l'impôt par la numérisation des services d'assiette reste une priorité du gouvernement de la République. À travers le centre d'excellence de l'École nationale des finances, plus de 150 cadres et agents de la Direction générale des impôts ont été formés dans l'outil informatique. Rikin Zouzi. Organiser et rendre souple l'administration des impôts reste une priorité pour le gouvernement de la République. Ainsi, 182 cadres et agents de la Direction générale des impôts viennent d'achever une formation de mise à niveau par rapport à l'usage de l'outil informatique assuré par le Centre de l'excellence de l'École nationale des finances. Le Word, l'Excel et le PowerPoint ont constitué les modules. C'est pour une bonne manipulation des données digitalisées au profit des performances dans la mobilisation de recettes. Je suis convaincu que la formation en bureautique que vous venez de suivre pendant 2 mois vous a certainement permis d'acquérir des connaissances pour améliorer la qualité du travail au sein de votre administration et permettre à chacun de vous de donner un rendement efficient dans l'exécution du travail de vos tâches professionnelles. La cérémonie de remise de brevets a été présidée au nom du ministre des Finances par la vice-ministre Onej Nsele. Maintenant, travailler avec l'outil nous prendra moins de temps, mais plus d'efficacité. Pour le directeur général de l'École nationale des finances, Jean-Paul Niembo, cette première session en bureautique marque un nouveau pas dans la formation complète en finances publiques et budget. Il a été plus qu'urgent que cette formation se réalise dans les conditions qui répondent aux standards internationaux. Ce jour, Excellence, nous n'avons pas de discours, mais juste réitérer la disponibilité de l'École nationale des finances pour assurer la formation telle que vous le souhaitez. Les apprenants ont sollicité du gouvernement une dotation en ordinateur afin de capitaliser les enseignements reçus. S'enquérir des conditions de vie des déplacés de Yumbi vivant à Brazzaville. Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, a fait le déplacement vers Brazzaville. Il a été accueilli par Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo-Brazza. Regardez. La situation des déplacés congolais de Yumbi préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une importante délégation au Congo-Brazzaville conduite par Modeste Mutinga Mutuishai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, accompagné de Crispin Badou, vice-ministre des Affaires étrangères. Cette délégation a été directement accueillie par Christophe Muzungu, ambassadeur RD congolais en poste Brazzaville. La délégation congolaise a été reçue par Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo-Brazza. Objectif de cette importante mission avec le ministre Mutinga, chef de la délégation. Le président de la République, très sensible au sort des Congolais, qui sont détresse à Brazzaville et dans d'autres localités, a bien voulu nous dépêcher pour venir nous rendre compte de l'état, de la situation de ses compatriotes. Après Brazzaville, la délégation de la RDC s'est rendue à Pointe-Noire, Ngwabé, pour voir des visus évaluer sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la situation des déplacés de Yumbi et examiner les conditions de leur éventuel rapatriement. À chaque étape de la mission, Modeste Mutinga a remis une assistance humanitaire du gouvernement aux déplacés. Il promet d'en faire part au Premier ministre pour des solutions urgentes et durables. Et puis le programme de développement des 145 territoires, programme phare du président de la République, Félix Tshisekedi, doit être vulgarisé auprès de la population. Pour ce faire, le vice-ministre du Plan a échangé avec les communicateurs de l'Union sacrée, Françoise Bouela, Lucie Lavichisenda, Pompomba. Pour la bonne exécution du vaste programme de développement local des 145 territoires, les élus provinciaux sont comptés parmi ceux qui assurent la supervision et le contrôle des travaux. Pour accomplir cette tâche, ces représentants du peuple rencontrent quelques difficultés d'ordre matériel, notamment l'état des routes à travers le pays.
Ainsi, le collectif des députés provinciaux a, au cours de cette rencontre avec le vice-ministre du Plan, Pascal Omana-Bitika, exprimé cette préoccupation. Aujourd'hui, nous sommes honorés avec la présence des 3 députés provinciaux et installés comme nos porte-paroles. Et on était validés et installés comme des superviseurs provinciaux de l'exécution de ces programmes d'action gouvernementale. Malheureusement, vous connaissez l'état de nos routes. Il était question de doter aux honorables députés provinciaux de véhicules. Les dossiers à son temps évoluaient très bien, mais au jour d'aujourd'hui, les dossiers semblent être bloqués. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons humblement l'implication de nos collègues afin que cette question soit décantée au niveau du gouvernement. Le programme de développement local des 145 territoires a pour but de réduire les inégalités sociales entre les milieux ruraux et urbains et de lutter contre la pauvreté dans les territoires du pays. Le vice-ministre du Plan a partagé cette vision avec les communicateurs de l'Union sacrée et venu obtenir à la source des informations sur l'implémentation de ce projet. Son Excellence le vice-ministre nous a promis que dans le prochain mois, il va faire une descente sur terrain pour permettre à ce que lui et Madame titulaire du ministère du Plan puissent avoir une réalité de l'évolution des travaux. C'est vraiment des initiatives que nous avons applaudies et nous ferons le devoir d'accompagner son Excellence, Monsieur le vice-ministre, lors de cette itinérance pour voir aussi par nous-mêmes que ce qu'on nous dit ici est réellement en train d'être fait sur le terrain. Thierry Monsenepo et Célestin Goma sont répartis satisfaits du nouveau dynamisme de ce ministère du Plan. La République démocratique du Congo, standard international en matière de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers. Par le truchement du ministère de la formation professionnelle, elle vient d'obtenir à Paris la labellisation de la Cité des métiers, document décerné justement à Paris, à la Cité de sciences et de l'industrie. Cédric Kedina pour le commentaire. Enfin, les précieux sésames est là. En mission à Paris, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, a obtenu la labellisation de la Cité des métiers en République démocratique du Congo. C'était à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, dans le 19e arrondissement, au cours d'une cérémonie solennelle consacrée à la défense du dossier des candidatures de la République démocratique du Congo en présence de membres du jury. Et présent à cette activité, l'honorable Njoli, très intéressé par les questions de formation professionnelle et métiers, ainsi que le secrétaire général Jean-Marie Mangombe, également en mission dans la capitale française. Dans son allocution, après l'obtention du label Cité des métiers, la patronne de la formation professionnelle en RDC a exprimé ses remerciements aux porteurs politiques de ces projets, à l'occurrence le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une très bonne rencontre et tout ce qu'ils ont évoqué dans la salle, je dis vraiment que ça corrobore avec la vision du chef de l'État et c'est ça même qui me pousse à la quête de l'amélioration de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Et cette étape est le fruit, selon elle, de la stricte observance des dites recommandations sans lesquelles un comité de pilotage représentatif de tous les secteurs de la vie nationale n'aurait pas pu être mis en place pour le suivi de ces projets. L'objectif étant de lutter contre la pauvreté dans une logique d'égalité des chances, de paix sociale durable et de partage juste des richesses nationales pour tous citoyens. Et en nouvelle, sachez que la SCPT est appelée à reprendre son ancienne appellation de l'ONATRA suite à une confusion qui s'est créée entre la Société commerciale des transports et ports et la Société congolaise des postes et télécommunications. Et pour mettre fin à cela, la ministre du portefeuille a signé un communiqué. La décision a été saluée par l'ensemble du personnel de la SCPT. La Commission électorale nationale indépendante a présenté à ses partenaires techniques et financiers un outil commun de travail pour l'effectivité et l'inclusion au processus électoral. Débuté mardi, les travaux ont été clôturés par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, Teti Samba, Jires Tofunje. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, qu'assistait Madame Joséphine Ngalula, membre de la plénière, a clôturé ce jeudi 20 avril 2023 les travaux sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers en matière d'inclusion.
Présents à cette rencontre, des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, de l'ONU Femmes et de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Il était question pour eux de produire un outil commun de travail pour l'effectivité de l'inclusion au processus électoral. Occasion pour le deuxième vice-président de la centrale électorale d'apprécier à sa juste valeur l'harmonie qui caractérise les rapports entre les différents partenaires et la CENI. Vous savez que la CENI a son plan stratégique et opérationnel qui a produit 5 axes d'intervention. Et par rapport à ces axes d'intervention, il y a le 4e axe qui parle également de l'inclusion en général, c'est-à-dire les femmes, les personnes vivant avec handicap et autres. Nous avons également parlé de la formation, de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers sur la formation et sur toutes les autres activités pour que, à la fin, nous puissions avoir de très bonnes élections. Pour sa part, Mme Evelyne Nembitou, responsable de la section genre et inclusion de IFES, a reconnu les avancées significatives de la CENI concernant l'approche genre et l'inclusion. Nous avons quand même des avancées qui sont en train de se produire effectivement avec aussi la volonté politique des personnels de la CENI qui veulent vraiment travailler aux côtés de partenaires pour cette prise en charge de toutes les personnes et pour cette thématique inclusion dans toutes les opérations dans les processus électoraux. Se réjouissant de l'aboutissement heureux de ce partenariat, Didi Manaraling a rappelé que cet accompagnement est d'ordre technique et financier, relevant néanmoins qu'il y a d'autres aspects du processus qui sont évidemment pris en charge entièrement par la CENI. Je l'ai dit en titre, les musulmans du monde ont clôturé le mois du Ramadan. Un appel est lancé à tous les musulmans à cultiver l'amour et le partage, peu importe les croyances religieuses de chacun. Junior Yangoumba. Avril, ces jours particuliers marquent la fin du mois de jeûne du Ramadan pour les croyants musulmans. Cette fête partagée en famille par plus de 1 milliard de musulmans. Ces jours symbolisent également pour les communautés musulmanes du monde entier un grand moment de partage, de paix, de pardon et de joie en famille. En République démocratique du Congo, le rendez-vous a été respecté. L'imam Zaïd Ngongo, Al-Kitenge et chef Alfan ont prêché sur le pardon et l'amour. Cette année, le Ramadan en République démocratique du Congo a commencé le jeudi 23 mars 2023. Ce mois saint de la religion musulmane incite les pratiquants à jeûner de l'aube jusqu'au crépuscule. Il s'agit là de l'un de 5 piliers de l'islam. La fin du Ramadan se clôture par la fête de l'Aïd al-Fitr. Mais quand celle-ci aura-t-elle lieu? Il faut d'abord noter que les dates du Ramadan sont établies selon les calendriers hégériens, qu'on appelle également les calendriers islamiques ou musulmans. Celui-ci étant basé sur les cycles lunaires, il diffère de quelques jours du calendrier grégorien auquel les musulmans sont habitués. Les dates du début et de la fin du Ramadan sont d'abord estimées selon les calculs astronomiques, avant d'être confirmées officiellement lors de ce qu'on appelle la nuit du doute. Lors de celle-ci, on procède à une observation du ciel, afin de définir si les croissants des lunes marquant les débuts d'un nouveau mois est visible ou non. Cette année, la fin du Ramadan est marquée par le pardon et l'amour. Enfin, le secrétaire général du parti présidentiel a battu le rappel des troupes envoyées dans les différents cabinets politiques pour contredire tous les détracteurs de l'UDPS pour démontrer à la face du monde que Félix Tshisekedi, président de la République, reste le fils maison de l'UDPS. Alain Bikaï. Contrairement aux mauvaises langues qui distillent des fausses informations à longueur de journée sur la non prise en compte des cadres et jeunes de l'UDPS dans des cabinets politiques, le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à confronter les détracteurs de l'UDPS à la réalité. Le jeudi 20 avril, Augustin Kabouy a battu les rappels des troupes envoyés par les partis dans les différents cabinets ministériels et autres pour montrer à la face du monde que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais abandonné l'UDPS, son cher parti. Le siège de l'UDPS de Limete a manqué de la place pour accueillir ce monde, venir répondre à l'appel de leur chef hiérarchique. Moi, je suis là pour défendre les intérêts du président de la République. Je ne peux pas me fatiguer. Les lots n'ont pas à la face du monde que Tshisekedi Félix a donné du travail aux combattants de l'UDPS. Je n'ai pas de temps à perdre.
moi je me préoccupe, dans le deuxième mandat, il y a chef de l'État, dans la majorité, Par ailleurs, le secrétaire général de l'IDPS a prêché la bonne gouvernance de la chose publique et le soutien total aux actions du chef de l'État, appelé à remplir pour un second mandat, tout en minimisant les débats stériles qui pourraient constituer un obstacle dans le but de détourner l'attention des combattants tournés vers le développement. Et puis ce communiqué, avant de boucler ce journal, la Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite au retrait simultané pour les travaux du groupe G21, G22 et G23 de la centrale Dinga 2, des perturbations dans la fourniture de l'électricité seront observées dans la nuit de samedi 22 au dimanche 23 avril 2023 dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. SNEL SA présente ses excuses à tous ses abonnés et pour ce désagrément lié aux travaux. Merci d'avoir suivi ce journal 23h. Constance Mananga revient sur ce plateau pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.